Lui, qui est à la base d'un travail extrêmement simple et minimaliste, puisque j'avais fait un alphabet volumique avec toutes les formes platoniciennes et de tout ça. Ils sont en train de réaliser des collections beaucoup plus grandes que ce que j'avais fait, puisque, on prend que l'exemple de ça, cet anneau tout simple devient un duo d'amour, et ces bagues mystérieuses dans lesquelles je ne travaillais qu'avec une pierre précieuse et de diamants, deviennent des bagues qui sont en train de se développer avec des inclusions de folie. Morabito, c'était connu il y a 30 ans ou 35 ans, quelque chose comme ça, mais ça n'a pas d'importance. C'était très connu pour ce cube avec cette inclusion de diamants dans du plastique. Oui, et donc j'ai été le premier à oser, c'est-à-dire on va mettre des diamants dans le plastique. Les bijoutiers me disaient jamais ça ne marchera. Eh bien ça a été une folie. Je crois que en quelques années on a atteint le million de cubes. Le million. Toutes les femmes le portaient, c'était formidable. Et c'était un vrai plaisir pour moi, puisque mon rêve c'était d'être au cou de toutes les femmes. Et par rapport à ce bijou, j'y étais, c'était symbolique. Mais vous l'avez fait évoluer, après c'était dans un rond, ou c'était dans un rectangle, ou c'était dans un rectangle très très allongé. Il y avait une pierre, puis plusieurs. J'ai travaillé les solides platoniciens, donc les formes géométriques pures, très minimalistes. Donc à l'époque, on ne faisait pas des bijoux minimalistes. Donc après, ils sont tous venus là-dessus, mais donc ça vient. Alors les hommes qui choisissent en général le bijou pour la femme, puisque c'est un cadeau, donc étaient fortement frappés par ça les touchait. Tout d'un coup, il y avait un bijou qui n'était pas gnangnan entre guillemets, et donc l'homme achetait et la femme était séduite, et en plus c'était tellement médiatisé qu'effectivement c'était la mode, et donc c'est un bijou indémodable, mais c'était la mode et ça marchait très fort. Toutes les femmes le portaient et le reporteront. Alors un jour, hélas, Morabito a disparu et le revoilà. Vous faites toujours les cubes, vous l'avez modifié, vous l'avez recréé. Hélas, c'est un bien grand mot. Magnifiquement, ça permet le recul sur la vérité. Et quand on revient d'une manière beaucoup plus ouverte, avec la petite famille qui s'est greffée sur ces choses-là et qui adore, et avec lequel, comme je l'ai dit, on fait une 4 têtes, et c'est sensationnel. Chacun s'occupe un peu de tout et de chaque chose. Les ateliers, c'est Théo, Marie-Ève les synchronise, elle s'occupe aussi de certains modèles plus féminins, Tao des modèles d'amour, Théo des modèles rigides. Enfin, on a vraiment une petite équipe familiale qui nous enchante. On fait ça un petit peu comme on pourrait faire un dîner, un voyage. Donc on voyage dans les bijoux. C'est très 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 agréable. Mais tout d'un coup, quand vous les avez sentis tous les trois autour de vous, se mêler de cette histoire et donner leur avis sur cette histoire, qui est votre bébé quand même, c'est à vous, c'est vous qui avez créé ça il y a quelques années. Et tout d'un coup, ça pousse, quoi. Ça fait une mais c'est magnifique, c'est vraiment comme les grandes familles. C'est-à-dire que les grandes familles continuent, par exemple le château continue, les armoiries continuent tout ça, et on peut assimiler ça à une sorte de continuité, parce que c'est le même sang. C'est le même sang. Alors c'est pas comme une marque où on va appeler un nouveau designer qu'on va changer tous les 2 ans, tous les 3 ans et souvent plus rapidement. Et donc on a le même sang qui coule avec la même veine, mais même ADN. Le même ADN, mais en plus, c'est-à-dire tout ce que la technologie apporte de nouveau, tout ce que la vie leur a apporté que je n'avais pas, et ça devient quelque chose de très 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 fort. Et je pense que c'est une situation assez unique dans l'histoire d'une marque, où on peut trouver cette corrélation totale et ce développement qui peut être complètement réinventé et renouvelé, toujours avec l'ADN. Qu'est-ce que vous leur mettez dans le café à tous les trois le matin pour qu'ils aient autant d'énergie, autant envie d'être ensemble et de créer ensemble? Eh bien, l'amour. Je crois que oui, c'est l'amour et une véritable harmonie et passion de la création. Et ça, c'est insufflé depuis leur naissance
et aussi une grande, grande liberté. C'est-à-dire, on a une idée, on peut la réaliser, et depuis que nous sommes à Bali, on peut la réaliser en 48 heures. C'est extraordinaire. Ah oui, parce que les ateliers sont sur place. Tout est intégré, tout est intégré ici. Tout est intégré. On ne se déplace qu'à pied, de bureau en atelier, et c'est assez rapide et c'est formidable. À Paris, il faudrait courir et être dans des embouteillages ou faire venir les gens à les attendre. Là, on a vraiment monté sur place une petite structure qui nous permet d'être effectivement opérationnel et efficace. Il y en a qui commencent par le vêtement, par la mode, et puis qui font les accessoires, le parfum et en plus le bijou. Vous faites le contraire. C'est vrai. Pourquoi ? C'est vrai. Alors d'abord parce que je pense qu'une femme toute nue, c'est magnifique. Et on lui ajoute d'abord un petit bijou et ça donne une petite note de sensibilité. Oui, mais elle ne peut pas sortir dans la rue comme ça. Et elle ne peut pas sortir dans la rue. Donc il va falloir petit à petit l'habiller. Mais on met du temps parce que je pense que autant quand je fais l'absolu sur un bijou, l'absolu sur un sac, et l'absolu sur un parfum, l'habit doit changer. On peut rester avec un même bijou, un même parfum pendant des générations même, alors qu'une robe, ça doit évoluer. Donc là, c'est un autre travail. Et je pense que c'est un travail dans lequel je n'étais pas prêt de rentrer, parce que c'est les saisons, les collections, et ça, je ne voulais pas. C'est une contrainte absolue, et c'est terrible. On ne peut pas rater une collection. Alors, il y en a qui ne se gênent pas. mais donc mon idée, ça a été toujours de rentrer là-dedans, mais j'étais pas mûr. Et puis là maintenant, avec cette petite force familiale, s'il y en a un qui est fatigué, il y a l'autre qui prendra le relais. Donc on pourra monter des collections, ce qu'on est en train de faire. Donc la collection homme, on l'a montée avec Théo et Tao. La collection femme, on l'a montée avec Marie-Ève. Et on arrive à des petits incontournables, un peu comme mes bijoux. Et les costumes sont d'une rigueur absolue et un éclat. Les chemises, les chaussures, les petits sacs, les petites robes délicieuses. Rien de compliqué aujourd'hui. On n'est pas encore mûr, on se fabrique, on apprend. On apprend et peut-être ça va arriver à, je ne sais pas, la haute couture, mais à la belle couture. Vous avez, et vous connaissez encore le succès d'une manière absolument incroyable. Tout ce que vous touchez, ça fait de l'or. Comment vous l'expliquez ? Bien. D'abord, j'emploie de l'or, et ça c'est facile, mais c'est un gros travail. C'est un gros travail, c'est-à-dire quand je lance un produit, ou quand j'ai fait un produit, c'est souvent des années de réflexion pour arriver, comme je disais, à l'absolu. Quand vous avez dessiné la première fois ce cube dans lequel vous avez inclus un diamant dans du plastique, il n'y a rien de plus simple que cette forme-là. Comment vous en êtes arrivé à dessiner ça? Parce qu'à l'époque, c'était très audacieux. Très audacieux. Alors, mon cheminement, donc, c'est d'abord des études d'architecte, où la rigueur du trait est très importante. Après, j'ai travaillé avec César. César, il y a les compressions et les expansions. Mais dans chaque fois, il y a une rigueur de forme. La compression amène à un parallélépipède très, très pur. Et finalement, quand on voit un petit peu de loin, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit que la forme. Et j'ai compris que la forme était pratiquement plus importante que ce qu'il y avait dedans. Après, il me fallait le vide, parce que je voulais justement qu'il n'y ait plus rien. Donc j'arrive à une forme géométrique vide. Et hop, un petit diamant, ça c'est la magie. Le diamant qui brille, le diamant c'est éternel, le diamant c'est quand même un bijou. Et c'est arrivé à cette rigueur et cette quintessence avec un ajout qui est le diamant, qui pourrait ne pas exister, mais il le fallait. Vous vous êtes pris la tête un peu longtemps quand même pour arriver à ça. Ou ça a été tout de suite, je ferai ça. Ah non, ça a été une véritable évolution. Je savais ce que je voulais faire, c'est-à-dire atteindre la rigueur, mais comment faire passer cette rigueur, la faire passer en somme. Parce qu'autrement, on peut faire une ligne, on fait maintenant, parce qu'il y a eu tout ce travail de fait, donc on peut faire une ligne et c'est suffisant. Mais ça n'avait jamais existé. C'était toujours au baroque, même en 1930, les bijoux sont compliqués.
Donc je voulais simplifier, nettoyer, pour arriver à rien. Rien, c'est quelque chose. Rien, c'est tout, là. Voilà. Alors, oui, par exemple, cette petite plaque de muselé qu'on met sur les bouteilles de champagne, eh bien, on peut les enjoliver, leur donner un certain baroque, que la plaque a sa rigueur. Les parfums, par exemple, bien, les parfums de base, hors black, minimal, 40 ans d'existence, indémodé. Maintenant, on peut arriver, ainsi que hors noir. Mais maintenant, on peut arriver à les habiller différemment. Les jus, au lieu d'être extrêmement rigoureux, peut être beaucoup plus de fleurs, etc. Mais tout en gardant l'essence même et l'ADN de la marque, qui est la rigueur. C'est ça, le style. C'est 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 le style.